Bonjour et bienvenue à cette conférence sur la ville, durable. Cette conférence vous est présentée par les élèves ingénieurs du CESI Strasbourg, des élèves en 5e année qui réalisent cette conférence dans le cadre de leur, projet sur la ville durable. Je suis Dan Yebo, je serai votre hôte durant cette, conférence et je vous souhaite, une excellente, conférence. Durant cette, conférence, nous allons, aborder 4 thèmes. Donc ces thèmes vont être la ville du futur, puis, la génération d'énergie, ensuite l'optimisation des transports routiers et pour finir, la gestion automatisée des déchets. Nous allons donc, maintenant commencer par la ville du futur. Je vais laisser, donc mes collègues, Claire, Enzo et Sébastien pour, vous présenter, leur partie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la notion de smart city ou ville intelligente fait beaucoup parler d'elle. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des habitants en employant de nouvelles technologies. Cela s'applique à une multitude de domaines tels que les infrastructures publiques, les réseaux, eau, gaz, télécom, les transports et services en tout genre. Lors de l'élaboration de notre sujet, nous avons tout d'abord cherché une cause qui nous tenait à cœur, afin de trouver une problématique et des solutions. Nous avons été particulièrement interpellés par la COP26 qui fait juste de se tenir à Glasgow, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Le réchauffement climatique est de plus en plus inquiétant. On peut le voir sur ces deux graphiques qui montrent la hausse de la température dans le monde et en France depuis les années 1900. Ce constat étant vraiment dramatique, on estime que dans les années à venir, le réchauffement climatique va être de plus en plus grave. On peut voir par exemple ci-dessous les conséquences pour la France d'ici les années 2100. Les hausses de température sont surtout présentes dans les grandes villes telles que Strasbourg, Paris, Lyon ou Toulouse, pour ce qui est de la France, mais également autour de ces zones urbaines. Cette différence de température est due à l'état inhabituel connu sous le nom d'îlot de chaleur. Dans ces régions, les températures peuvent atteindre jusqu'à plus de 10 degrés que les zones rurales aux alentours. Ainsi, l'îlot de chaleur signifie toute zone urbaine qui est significativement plus chaude que la zone voisine. L'îlot de chaleur est très visible en hiver et en été, et la différence de température est souvent plus importante la nuit que le jour. Mais quelles sont les causes de ces îlots de chaleur? Les causes peuvent être par exemple les surfaces pavées et imperméables, les surfaces sombres qui stockent l'énergie et la chaleur, le blocage du vent qui empêche le refroidissement, les polluants atmosphériques ou encore les rassemblements urbains. Nous avons ensuite les conséquences à cela. Donc, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a les conséquences humaines. Donc, aujourd'hui, vivre en région urbaine comme à Paris, Strasbourg ou Lyon devient un véritable enfer quand l'été arrive. Les journées paraissent interminables pour les habitants et de simples faits comme traverser la rue, prendre les transports en commun, deviennent une véritable épreuve et le moindre effort est épuisant. La nuit, cela est presque pire, car le corps souffre de la chaleur, n'arrive pas à s'endormir ou se réveille à tout va. La France a connu une de ses pires souffrances en août 2013 à cause d'une canicule qui a sévi pendant 20 jours. Cette canicule est aujourd'hui considérée comme la plus dévastatrice. Plusieurs hôpitaux débordés par l'afflux de malades et une estimation de 2,3 fois plus de décès. Le pays étant mal préparé, ces fortes chaleurs ont montré un dysfonctionnement des services de santé. Jusqu'à aujourd'hui, chaque canicule a provoqué une augmentation du taux de décès au niveau des îlots de chaleur. Cela a mis en évidence que cette augmentation de chaleur qui continue d'accroître, les prochaines années augmentera de plus en plus le taux de mortalité pour l'être humain. L'augmentation des températures pendant l'été dans les villes amplifie la demande d'énergie pour la climatisation. Des études révèlent que la demande d'électricité pour la climatisation augmente les besoins d'environ 5 à 10 de plus au niveau électrique pour répondre à l'effet de chaleur urbain. Cela implique également que les centrales électriques doivent fournir l'énergie supplémentaire nécessaire, et comme elles dépendent de combustibles fossiles pour la production d'énergie, il y a également une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, comme par exemple le monoxyde de carbone. L'augmentation des gaz à effet de serre augmente le réchauffement de la planète et le changement climatique, tandis que le polluant ont un impact négatif sur la santé humaine ainsi que sur la baisse de la qualité de l'air. Des températures élevées dans les zones urbaines signifient que au niveau des trottoirs, pardon, des températures élevées dans les zones urbaines signifient des températures élevées au niveau des trottoirs ou des toits. Par son conséquent, ces températures de surface peuvent réchauffer les eaux, des ruissellements.
Des essais ont démontré que les chaussées avec des températures de 38 degrés peuvent augmenter la température initiale de l'eau de pluie d'environ 21 degrés à plus de 35. Ces eaux pluviales chauffées sous les eaux de ruissellement qui s'écoulent dans les systèmes de drainage des eaux pluviales et augmentent la température de l'eau lorsqu'elles sont déversées dans les étangs, les ruisseaux, les rivières, les lacs et les océans, ce qui entraîne une pollution thermique. En conséquence, l'augmentation de la température de l'eau affecte le système aquatique, en particulier la reproduction et le métabolisme des espèces aquatiques, et peut même être mortelle pour la vie aquatique. L'anomalie des températures est plus qu'un simple chiffre. Même pour les villes aux températures les plus basses, quelques dixièmes de changement de degré peuvent déstabiliser le système climatique fragile. Les conséquences comprennent des vagues de chaleur plus longues, de sécheresses fréquentes et des phénomènes météorologiques violents. Autant d'événements climatiques peuvent avoir de graves conséquences sanitaires, rendre le territoire plus dangereux, voire détruire l'ensemble de la filière agricole. Afin de connaître l'évolution du réchauffement climatique et les conséquences qu'il peut avoir sur sa ville, l'AFPF, ou Agence France-Presse, a créé un site interactif. Nous avons fait le test avec la ville de Strasbourg et les chiffres sont très parlants. Strasbourg, par exemple, actuellement, la moyenne des températures enregistrées entre 1976 et 2005 est de 11 degrés. Selon le scénario, elle peut augmenter entre plus 1,2 et 2,2 degrés. On peut observer ci-dessus, donc ce qui est affiché au niveau de l'écran, que le nombre de journées anormalement chaudes peuvent augmenter de 25 à 50 jours, soit 99 jours au maximum contre 49 jusque maintenant. C'est une augmentation du simple au double. Lorsque l'on regarde les bilans d'autres villes, la conclusion est toujours la même. Même le scénario le plus optimiste nous promet une augmentation des températures. Aujourd'hui, la solution la plus prisée, mais également celle qui cause le plus de soucis qu'elle n'en résout, est la climatisation. Les climatiseurs, qui équipent aux USA par exemple près de 90% des foyers, consomment de l'énergie et produisent des gaz à effet de serre, puis rejettent à l'extérieur la chaleur extraite des bâtiments. Ils entretiennent le trou dans la couche d'ozone et amplifient le phénomène de réchauffement du climat. En gros, plus nous utilisons la climatisation pour avoir moins chaud, plus nous aurons chaud. Aujourd'hui, les zones dominées par des surfaces pavées ont peu de place pour les espaces verts. Les forêts sont détruites à grande échelle pour répondre à la demande de divers équipements urbains. Mais ceci est vraiment dommage, car les espaces verts ont de nombreux avantages dans une ville. La pratique de la plantation d'arbres à l'intérieur et autour des villes est un moyen incroyable de refléter le rayonnement solaire tout en diminuant l'effet d'îlot de chaleur. En effet, les arbres fournissent de l'ombre, absorbent le dioxyde de carbone, libèrent de l'oxygène et de l'air frais et procurent un effet rafraîchissant. Les toits verts présentent un excellent moyen de réduire les impacts des îlots de chaleur, car la toiture verte est la pratique de planter de la végétation sur un toit, tout comme ils sont plantés dans un jardin. Cela a été le cas à Chengdu, capitale de la province de Sichuan, dans l'est de la Chine. En effet, la ville a monté un projet de lotissement très verdoyant, décrit comme une forêt verticale, qui à premier abord s'est avérée séduisante pour les propriétaires des 128 appartements du complexe. Cependant, entre l'achèvement du complexe de 8 tours et la phase d'occupation, les balcons privés recouverts de végétation se sont retrouvés envahis de végétation, et ce qui a réalisé une réelle infestation au niveau des moustiques aux proportions épiques. Et tandis que les insectes porteurs de maladies savourent l'atmosphère riche en feuillage, l'envahissement a empêché les familles de s'installer dans le lotissement. Aujourd'hui, le réchauffement climatique devient une préoccupation majeure pour le monde entier, ce qui pousse chacun à trouver une solution durable pour lutter contre les fortes chaleurs en été. Nous avons pu remarquer que les îlots de chaleur ont un impact négatif en été sur la santé des habitants, avec l'augmentation des morts lors des canicules. Il est important de fournir des solutions de fond, et c'est sur cet aspect que la suite de la présentation portera. Donc, si vous avez déjà des questions, on va pouvoir y répondre. Donc, au niveau du chat. Voilà. Et du coup, je vais laisser à nouveau la parole à Dan, qui va vous présenter la suite du live. Et bien, merci pour cette présentation. Et maintenant, je vais laisser mon autre collègue présenter leur partie. Bonjour à tous.
Donc je m'appelle Dylan et là, dans cette partie de la conférence, je vais, vous parler de la pollution dans le domaine du bâtiment et plus particulièrement des différentes solutions qu'on pourrait mettre en place pour, réduire cette pollution-là. Donc je vais commencer par vous donner une 1re info qui est pas très connue. C'est qu'en fait, le domaine du bâtiment, du BTP, c'est, le deuxième secteur d'activité en termes d'émissions, de gaz à effet de serre. Donc ça représente une grosse proportion, de la pollution de nos jours, et donc c'est un bon moyen de lutter contre la pollution que de solutionner ces problèmes-là. Donc suite à la COP 26, tu peux passer, ouais. Suite à la COP 26, les acteurs de ce secteur d'activité, se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 24 d'ici 2030 et jusqu'à 80 d'ici à 2050. Donc c'est des engagements, assez ambitieux. On va voir ensemble quelques solutions qu'on pourrait mettre en place pour atteindre ces engagements-là. Quel est l'objectif? L'objectif, ça va être, de, respecter au mieux l'écologie et l'environnement tout au long du cycle de vie, d'un bâtiment. Hem, donc ça va de sa construction, bien sûr, mais il faut aussi penser au futur et à lors de l'usage du bâtiment, puisqu'il y a plusieurs consommations lors de l'usage du bâtiment, comme, une consommation de chauffage, d'électricité, la gestion tu peux afficher la gestion des flux comme l'eau et les déchets, et cetera. Et lorsqu'on construit un bâtiment en prenant en compte toutes ces contraintes-là, on parle, d'éco-construction. Donc je vais vous citer un certain nombre, d'exemples de solutions qu'on peut mettre en place. La première solution, c'est, les Save Water Bricks. Donc c'est en fait, des briques qui sont construites à base de feuilles séchées et de bouteilles en plastique, recyclées. Donc le premier avantage de cette brique-là, c'est que c'est fait avec des déchets recyclés, donc c'est très respectueux, de l'environnement. Mais il y a un deuxième avantage, c'est que cette brique, comme son nom l'indique, a la capacité de, récupérer de l'eau. Donc en fait, l'eau qui se dépose dessus va être aspirée par la brique et par un système de conduit qu'on peut voir ici à l'intérieur de la brique sur la slide. Elle va être acheminée et on peut ensuite la récupérer pour un autre usage comme, l'arrosage des plantations ou l'alimentation, en eau, des toilettes du bâtiment. Une autre solution, ça va être le béton, végétal. Donc, en fait, il faut savoir que l'émission de gaz à effet de serre du domaine du bâtiment est principalement due à la production de ciment et comme on le sait, le béton est fait, à partir de ciment. Donc le béton végétal va essayer de pallier à ça. En fait, à la place de granulats minéraux, comme du gravier, on va utiliser des granulats d'origine végétale, donc c'est-à-dire des copeaux de bois ou du chanvre et on va pouvoir utiliser un liant plus écologique que le ciment, en utilisant par exemple, de la chaux ou de l'argile qui sont beaucoup plus écologiques que le ciment. En plus d'être écologique, c'est un très, très bon isolant phonique et thermique, donc on va pouvoir l'utiliser pour faire des chapes isolantes pour nos bâtiments et qui dit isolation, thermique dit, baisse de la consommation du chauffage pour l'usage du bâtiment. Donc c'est une très bonne chose pour ça. Une autre solution, dont on peut parler, ce sont les murs végétaux et là, je vais faire le lien un petit peu avec la première partie de cette conférence qu'on a pu voir. On le sait, nos villes, elles sont de plus en plus chaudes et en fait, l'utilisation de murs, végétaux, ça va permettre non seulement de garder le bâtiment, au frais, contrairement au béton qui absorbe beaucoup la chaleur. Là, les végétaux vont garder le bâtiment au frais, ce qui va baisser la consommation électrique, liée à la climatisation de 30 à peu près et baisser, la température de l'air ambiante, dans la ville de 2 voire 10 par rapport aux zones, de 2 à 10 degrés pardon, par rapport aux zones bétonnées. Un autre avantage des murs végétaux et des plantations en général, c'est que ça va purifier l'air. Donc on sait que les grandes villes sont assez polluées, dues à leur forte activité et aux différents véhicules qui y circulent. Donc ajouter des végétaux comme ça, comme des murs végétaux, va permettre de purifier l'air et de respirer un air plus sain.
Et il y a un autre avantage aussi, qu'on néglige souvent, bah, ça va être le moral des habitants parce que, c'est toujours mieux, pour notre morale de voir un petit peu de végétation, un peu de verdure que, seulement du béton partout où c'est un peu terne. Et une autre partie du bâtiment qu'il ne faut pas négliger, ce sont les fenêtres. Alors en fait, je parle des fenêtres parce que, c'est la principale cause de déperdition, thermique des bâtiments. Donc c'est-à-dire que c'est par là surtout que toute la chaleur, faite par le chauffage va sortir, donc ça va entraîner une surconsommation de chauffage. Donc les fenêtres, elles ont plusieurs avantages. C'est que, d'abord ça va apporter, de la luminosité et une lumière naturelle au bâtiment. Ça va permettre une ventilation aussi naturelle afin de renouveler l'air à l'intérieur et de respirer un air un peu plus pur. Les fenêtres, elles peuvent être, construites en matériaux écologiques comme, du bois ou du PVC pour respecter l'environnement et aussi pour la construction de ces fenêtres, on va, privilégier plutôt le double, voire le triple vitrage pour une isolation, thermique parfaite et limiter les déperditions de chaleur et le triple vitrage est surtout conseillé dans les zones les plus froides, pour empêcher la chaleur de sortir. Donc voilà, on a vu qu'un petit panel d'exemples de solutions qu'on pourrait mettre en place. En fait, il y a une multitude de solutions qu'on connaît déjà, tout ça pour un seul objectif, ben, rendre nos villes, plus propres et plus vertes. Donc on le sait qu'elles existent, ces solutions-là, il suffit juste de se donner maintenant les moyens de les mettre en place pour, nos vies du futur. Voilà, merci beaucoup. Merci Dylan, pour cette, présentation. Et donc, parlant d'énergie, je vais maintenant laisser, Julien et pardon, Guillaume, merci de nous présenter, leur sujet qui est la génération d'énergie. Ah, effectivement, nous avons une question. Alors, les briques récupératrices d'eau sont-elles déjà utilisées dans des constructions quelque part? Dylan? Oui, excusez-moi, donc il y avait une question, donc les briques, récupératrices d'eau sont-elles déjà utilisées dans les constructions quelque part? Alors oui, elles ont déjà été utilisées, mais de manière, prototypale, on va dire, dans des éco-districts ou ce genre de choses. Elles sont pas utilisées à grande échelle, donc pour qu'elle ait vraiment un impact là-dessus, il faudrait qu'elle soit utilisée, de manière un peu plus massive. Voilà, mais ça a déjà été testé, plusieurs éco-districts. J'ai plus les noms en tête, mais voilà. Merci beaucoup. Et donc, bah, maintenant, Guillaume, Julien? Du coup, dans cette partie sur la génération d'énergie, nous allons aborder plusieurs technologies en développement qui, au futur, pourront faire devenir nos villes autosuffisantes. Tout d'abord, nous allons parler des packs de pression génératrices d'électricité. Dans le cadre de nos villes durables, nous pourrions envisager d'établir ces générateurs sur les routes afin de produire de l'électricité à chaque passage de voitures, piétons ou vélos. Pour le moment, ces trois technologies principales sont les plaques piézoélectriques, les plaques à induction électromagnétique et les plaques électrostatiques. Les plaques piézoélectriques, elles, permettraient d'effectuer des routes ou trottoirs légèrement mobiles sur ressort et qui seraient, lorsqu'ils seront comprimés, produiraient de l'électricité afin euh, de pouvoir de générer du courant électrique afin d'approvisionner en électricité nos villes pour les éclairages publics ou pour des maisons isolées. L'induction électromagnétique, quant à elle, permettrait, elle, de récupérer donc jusqu'à 90% de l'énergie générée par les vibrations. Et ces plaques, elles, fonctionnent plutôt grâce à des aimants dont le mouvement près d'une bobine de cuivre génère de l'électricité. Et enfin, donc les plaques électrostatiques. Donc c'est une technique qui est encore en cours de prototypage. Et cette technique, c'est la plus prometteuse dans cette technologie grâce
à laquelle on pourrait miniaturiser cette technologie et donc dans un même espace générer beaucoup plus d'électricité. Ces différentes plaques, malgré tout, elles ont une contrainte, c'est que la mise en place de cette technologie, il va falloir, entre guillemets, soit démontrer nos routes ou nos trottoirs pour y mettre la technologie, ce qui nécessite beaucoup de travaux. Et du coup, il faudrait mettre cette technologie lors de la construction d'une nouvelle ville. Donc voilà, du coup, pour les plaques à la génération les plaques de pression. Et donc pour les tours piézoélectriques, qui reprend du coup la technologie piézoélectrique, c'est une technologie qui, alliée à des capteurs acoustiques, permettrait de générer du courant électrique sous l'effet de la contrainte des nuisances sonores. Si on imagine cette technologie mise en place dans nos villes les plus bruyantes, euh, on pourrait penser que ces villes maintenant pourraient redevenir autosuffisantes. C'est ce que des chercheurs français ont pu euh, imaginer et qui ont été primés par le prix Evolo. Donc ils ont imaginé une tour, la Sound Scraper, qui est d'une dimension d'environ 100 mètres de haut, donc pour 84 000 capteurs. Et ils ont calculé qu'une seule tour donc permettrait de produire environ 150 mégawatts par heure. Euh, alors ce chiffre est énorme, ce serait environ 10% de consommation d'éclairage d'une ville publique comme Los Angeles. Pour un autre exemple de ces technologies, on a également on a aussi la marque française Peugeot, qui lors de la commercialisation de sa nouvelle i308 a conçu un panneau publicitaire qui se servait également de la même technologie et qui permettait de recharger grâce aux nuisances de la ville de Paris, aux nuisances sonores de la ville de Paris, de recharger ces nouveaux véhicules. La piézoélectricité, du coup, elle a différents avantages. C'est que c'est une énergie renouvelable et propre, et elle ne chauffe pas, donc ça évite les risques liés aux incendies de production d'énergie. Et par contre, l'inconvénient, c'est que c'est une technologie qui est encore très peu connue et très coûteuse, et elle nécessite assez de place pour générer de l'électricité. Je vais maintenant laisser Guillaume vous parler des EN verticales. Du coup, une éolienne à axe vertical est un type d'éolienne où l'arbre du rotor principal est placé à la verticale, tandis que les principaux composants sont situés à la base de l'éolienne. Alors, cette conception permet de placer le générateur et la boîte de vitesse près du sol, ce qui facilite l'entretien et la réparation. Alors, les mécanismes de détection et d'orientation du vent ne sont pas nécessaires avec ce type d'éolienne car elle capte le vent à partir de toutes les directions. L'idée principale est d'installer en bord de route des éoliennes verticales qui captent les ondes créées par le passage des véhicules ou des personnes. Et elles peuvent être utilisées en pleine ville ou encore le long du terre-plein autoroutier et sont donc faciles et peu coûteuses d'accès. Alors, par exemple, si ces turbines étaient installées tout au long de l'autoroute Strasbourg-Paris, à une distance de 10 mètres entre elles, le coût de l'ensemble des turbines s'élèverait à 66 millions d'euros, mais ce coût serait amorti du coup en moins de 5 ans, avec une production de 390 mégawatts pour le réseau électrique. Alors cela représente environ 0,3% de l'ensemble des moyens existants en France. Mais si on installait cette solution sur l'ensemble du réseau autoroutier, on pourrait monter jusqu'à 6,91%. Alors, pour remettre dans le contexte de l'utilisation en ville, il faut savoir que ces éoliennes peuvent démarrer à partir de 2 mètres par seconde ou 9 km/h. Les smart grids, en KE, ils sont aussi appelés réseaux électriques intelligents et ils font partie intégrante du développement des villes durables. Alors, il faut savoir que les smart grids se définissent comme un réseau de distribution d'électricité qui favorise la circulation d'informations entre les fournisseurs et les consommateurs afin d'ajuster justement le flux d'électricité en temps réel et d'en permettre une gestion plus efficace. Cette gestion permet notamment une adéquation entre production, distribution et consommation. Alors, de façon générale, les smart grids, eux, regroupent l'ensemble des technologies et des infrastructures dites intelligentes. Et du coup, les différents types de réseaux intelligents peuvent être groupés en 4 familles selon leurs caractéristiques principales, qui sont la flexibilité, qui elle concerne la gestion plus précise de l'équilibre entre production et consommation,
la fiabilité, qui elle, concerne l'amélioration de l'efficacité et de la sécurité des réseaux. Ensuite, nous avons aussi l'accessibilité qui, elle, comprend une meilleure intégration des sources d'énergie renouvelables sur l'ensemble du réseau. Et enfin, l'économie. Elle concerne plutôt les économies d'énergie, une diminution des coûts tant pour le producteur que le consommateur grâce à une meilleure gestion. Alors, nous pouvons affirmer que les smart grids devraient changer les habitudes de consommation et la relation des consommateurs avec le système de production et donc répondre au mieux aux enjeux de la hausse de la demande d'énergie électrique. Alors, ils devraient favoriser une modération de la demande tout en contribuant à la protection de l'environnement. Malheureusement, il existe un obstacle principal à la mise en œuvre de ces smart grids et c'est leur coût. Alors, on estime qu'en Europe, les coûts de réalisation pourraient atteindre jusqu'à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et du coup, je tenais à rappeler en premier lieu que c'est du coup différentes technologies vont faire partie de notre futur. Alors, elles s'intégreront dans le paysage d'une ville respectueuse de son environnement et dans une dynamique de transition énergétique. Ces innovations génèrent de l'énergie en utilisant les nuisances usuelles au transport ou cherchent à en économiser en gérant plus efficacement leur distribution. Aujourd'hui, il est important de commencer à s'intéresser à ces moyens de produire et gérer notre énergie afin de préparer au mieux la transition plus que nécessaire de nos villes actuelles à un modèle plus durable et respectueux de son environnement. Je vous remercie et si vous avez des questions, on peut y répondre tout de suite. Alors, la première question, c'est sur les smart grids. Oui. Donc, c'est les smart grids ont-elles été testées à grande échelle? Alors là, je n'ai pas d'exemple en tête sur un test à grande échelle, mais ça existe déjà dans quelques villes. Ok. Bah, nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions pour votre présentation. Ensuite, nous allons passer à l'optimisation des transports routiers, qui va nous être présenté par Loïc et Théodore. Donc voilà, bonjour. Donc moi, je vais commencer par parler de tout ce qui est donc en fait une nouvelle idée sur utiliser les commerces nomades qui vont permettre en fait d'optimiser les flux d'une ville, à comprendre, réduire en fait un petit peu le trafic qu'on peut retrouver au sein d'une ville. Et puis ensuite Théodore nous parlera d'une autre solution avec des arches végétales. Donc alors pour la suite, comment est née cette idée? C'est une idée qui est née d'un constat qui est assez simple. Donc dans la situation actuelle, qu'on retrouve dans la plupart des villes, on va avoir un nombre assez important de personnes qui vont aller se déplacer, dans les boutiques, que ce soit pour profiter d'un service, donc je pense par exemple, aller chez le coiffeur, ou alors pour acheter des biens, donc alors que ce soit pour aller faire ses courses alimentaires ou courses ménagères, électroménagers et cetera. Donc si on s'intéresse au point de vue, de la boutique, on va avoir un flux assez important qui va venir vers la boutique. Et donc ce flux, ce sont des personnes qui doivent se déplacer et ces déplacements, alors quand on est au sein de la ville et qu'on n'habite pas très loin, on peut y aller à pied, à vélo et cetera, donc des méthodes, douces, de déplacement mais dans les autres cas, pour ceux qui habitent un petit peu aux alentours, il va falloir prendre la voiture ou des transports en commun et donc dans ce genre de cas, il y a du trafic, il y a une consommation d'énergie et il y a de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, l'idée vient de ce constat. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement réduire ces déplacements en rapprochant en fait les commerces, en les faisant venir au plus près des consommateurs? Et donc, pour ça, je vais vous expliquer un peu le principe donc de ce que j'ai appelé les commerces nomades. Alors ça existe déjà en fait. On peut déjà donc là, sur le fond du PowerPoint, on peut voir derrière, c'est un camion qui a été aménagé pour accueillir un salon de coiffure. Mais donc ça, ce sont des initiatives qui sont, faites de la part des commerçants. Là, l'idée, ce serait vraiment que les villes s'investissent et investissent, dans des camions électriques qu'ils mettraient à disposition de commerçants et qui les aménageraient, en fonction de leurs besoins et de leurs activités. Ensuite, la ville aurait aussi, comme rôle de définir des zones attractives pour que, ces camions puissent aller s'y installer, plus proche des habitants.
Et ne pas seulement penser aux villes, mais aussi à leurs alentours. Donc si je prends comme exemple Strasbourg, oui, effectivement, on pourrait définir différents points dans Strasbourg même, mais ce serait surtout plus intéressant parce que c'est eux qui vont faire le plus gros déplacement, d'aller voir, par exemple, dans les villes à côté, aux bordures, donc Schiltigheim, Ilkirch, Ingolsheim, et de définir des zones dans ces endroits-là, pour vraiment être au plus proche des habitants. Et derrière, il faudrait aussi assurer une planification pour que ça devienne un peu une habitude, une routine hebdomadaire. Donc si je prends un exemple, on définit par exemple que dans une ville, chaque lundi, le maraîcher va se trouver dans la zone A, le coiffeur dans la zone B, et cetera. Et puis le lendemain, ça va être, le maraîcher dans la zone B, le coiffeur dans la zone C. Et puis il y a une tournante, et cetera, pour que, chacun ait différents types de services au moins une fois dans la semaine. Et donc, on va voir maintenant, si cette solution s'inscrit vraiment dans la dynamique d'une, ville durable. Donc à savoir que quand on parle de ville durable ou de quelque chose de durable comme le développement durable de manière générale, on pense à 3 enjeux qui doivent coexister. C'est le social, l'économique et l'écologique. Donc déjà d'un point de vue social, cette solution va permettre de mettre en avant, les commerçants, les artisans et les producteurs locaux. Donc là, on fait vraiment travailler les commerçants locaux avec des produits locaux et on va pas aller importer, de je ne sais où à travers le monde, les produits ou choses comme ça. Voilà, on met vraiment en valeur le travail local du savoir-faire qu'on a sur place. Et ce serait aussi une manière du coup de sensibiliser un peu mieux les consommateurs par rapport à une consommation plus responsable, où on soutient vraiment, ben, les gens qui sont près de nous et on va pas aller soutenir la multinationale, je ne sais où, qu'on ne connaît même pas et qui veulent juste vendre les produits qu'ils ne connaissent pas. Et puis, on peut aussi imaginer dans une moindre mesure que cette solution va pouvoir créer des nouveaux emplois au sein de la ville, que ce soit rien que pour la gestion, des camions avec, le planning et cetera et aussi pour la maintenance. Voilà, ensuite d'un point de vue économique, on va donc avoir la ville qui va faire la promotion et qui va mettre en avant donc, qui va aider à développer l'économie locale. Donc ça va faire du bien aux commerçants locaux, qui va aussi pouvoir les aider à se développer d'une, moindre mesure, d'étendre leurs activités en leur proposant du coup voilà, des camions à disposition. Donc, sous forme d'une location, donc ça reviendrait, bah, moins cher de louer un camion que de louer un un emplacement, dans la ville. Donc ça pourrait, voilà, permettre d'étendre à moins de frais. On aurait aussi, bah, du coup, pour la ville, une sorte de revenu, sous la forme de ces, locations qui vont permettre, du coup, de pouvoir un petit peu rapporter de l'argent, de la trésorerie pour la ville, d'investir et de maintenir surtout aussi les camions. Alors du coup aussi d'un point de vue écologique, bah, bien sûr, on va avoir une diminution des transports à l'échelle locale, en rapprochant donc les biens et les services au plus près des consommateurs. Donc ça évite que les consommateurs aient besoin d'aller, vers les lieux. Donc, on va avoir moins de trafic, moins de consommation d'énergie, moins d'émissions de gaz à effet de serre, surtout quand on pense à des moteurs thermiques. On va avoir une diminution aussi, bon, on peut penser à grande échelle ou si on développe vraiment ça dans toutes les villes, on va avoir moins besoin de faire venir des choses à travers le monde et donc il y aurait moins de transport à travers le monde, sur certaines choses quand on sait qu'on peut travailler avec des produits locaux et des ressources qu'on peut trouver sur place. Et donc, alors la partie du coup qu'on voit pas, qui est un peu cachée, c'est évidemment, bah, l'utilisation de camions électriques, qui va faire aussi sa différence d'un point de vue écologique, hein, moins d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc ça, c'était pour, les solutions nomades. Maintenant, on va vous présenter, une autre solution qui nous est venue à l'idée. Merci beaucoup. Donc la solution que nous allons vous présenter, maintenant, il s'avère que c'est une arche, nous avons appelé ça l'arche routière végétale. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, il s'agit globalement, vous pouvez l'imaginer comme une arche de jardin ou bien même une serre, eh bien recouverte de plantes. On a là du coup un petit schéma, un petit concept art du coup qui permet de visualiser comment est-ce que ça leur rentrait. Donc dans le principe, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une structure, un squelette, une structure faite de roches ou bien, d'acier inoxydable, permettant de supporter, eh bien, le temps et les intempéries, qui est couverte de plantes grimpantes. Donc cela peut être, par exemple, du lierre ou de la glycine. Et serait placée, au-dessus d'une route à 2 ou 4 voies permettant un fort trafic, donc des disons des axes extrêmement importants d'une ville et tous les axes principaux qu'on peut trouver. Elle serait d'une hauteur d'environ 4 mètres, ce qui autoriserait tous les véhicules, à y circuler. Donc
Pourquoi est-ce que nous avons pensé à une telle arche? Eh bien, il y a différentes causes et conséquences. Tout d'abord, pour les causes, eh bien, les véhicules, comme nous avons pu le voir dans la solution d'avant, nous avons essayé de réduire au maximum le trafic. Cependant, c'est souvent impossible parce que de nombreuses professions, de nombreuses activités requièrent d'avoir un véhicule et requièrent de circuler. Que vous soyez artisan, que vous soyez commerçant, que vous soyez représentant, etc., que vous soyez infirmier, peu importe, il y a toujours besoin d'avoir un véhicule. Il est impossible de supprimer toutes les voitures ou toutes les motos, peu importe, d'une ville. Une étude de l'AIE, donc Agence internationale de l'environnement, a montré que 41% du CO2 qui était émis lors de la combustion d'énergie était dû au transport. Donc, cette solution s'inscrit dans un plan de lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que contre tout simplement l'émission de gaz à effet de serre qui est le CO2. Donc, quelles seraient les conséquences d'une telle solution? Eh bien, selon de nombreuses études, le lierre classique, que l'on peut trouver un petit peu partout, notamment sur les maisons ou bien dans les jardins, absorberait 6 grammes de particules fines par mètre carré, ainsi que de métaux lourds. Ce qui est très important, notamment actuellement avec la lutte contre le diesel et les différentes émissions. De plus, une telle arche permettrait de baisser de 28% la chaleur, comme nous avons vu précédemment lors des différentes solutions, et de l'explication des villes durables. Eh bien, la chaleur est aussi un domaine très, très critique. Une telle arche aussi permettrait, de par sa végétation, d'améliorer la qualité de vie. La qualité de vie d'une ville en proposant un meilleur paysage, un meilleur environnement, un environnement plus fleuri, ainsi que la partie qui est un peu cachée concerne la réduction d'une pollution sonore. Effectivement, le bruit des moteurs, le bruit des roulements d'une voiture, ce sont des choses qui sont assez importantes au sein d'une ville et qui peuvent être nuisibles, surtout aux heures de pointe. Voilà. Ce sont des facteurs extrêmement importants qui permettent, du coup, si on regarde tous les axes du développement durable, qui sont importants sur la partie sociale, qui sont importants sur la partie écologique et notamment économique, parce qu'en augmentant la qualité de vie, du coup, nous augmenterons la valeur immobilière de l'endroit et donc les différents profits que nous pourrons tirer, tout en permettant d'avoir une meilleure situation sociale. Maintenant que cette arche a été présentée, il reste de nombreuses solutions en ce qui concerne la route, qui vont vous être présentées par l'un de nos camarades, Paul Micelica. Merci. Du coup, vous venez de voir une solution qui visait à ajouter un étage supérieur à la ville. La nôtre est l'exact opposé. C'est l'ajout d'un étage inférieur à la ville, donc l'ajout d'un niveau souterrain dans lequel on pourrait ajouter une nouvelle gestion des flux, principalement des flux privés. La gestion des flux de transport, c'est un problème de plus en plus conséquent à cause du développement de la ville et des gens qui s'y trouvent. Il devient donc de plus en plus urgent de créer une ville permettant de mitiger l'augmentation du trafic tout en gardant une qualité de transport pour les habitants et les visiteurs. C'est dans cette optique que nous avons décidé de créer une ville à 2 étages. La surface, avec les moyens de transport écologiques et les services d'urgence uniquement, et les souterrains qui seront utilisés par les particuliers ou les professionnels. Notre projet consiste en 3 parties. L'ajout de tunnels. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, c'est avant. L'ajout de tunnels pour la ville, pour les déplacements privés. L'augmentation des moyens de transport disponibles à la surface et la création d'un système de paiement et de récompense pour les utilisateurs de moyens de locomotion verts. D'abord, parlons de l'inclusion des souterrains dans la ville. Afin de désencombrer les routes à la surface, il était nécessaire de déplacer une partie du trafic autre part, sans pour autant créer une ville sans voiture. Alors, l'idée est venue de creuser des tunnels pour déplacer la plupart des transports privés sous terre. Et ainsi laisser à la surface tous les services publics et les services d'urgence. Ces routes souterraines, accessibles par des hubs disposés dans toute la ville,
permettrait un transport à haute vitesse à l'intérieur de la cité d'un hub à l'autre. Les parkings à la surface seront également déplacés sous terre, plus précisément au niveau des hubs, qui deviendraient alors de véritables plateformes où il serait possible de faire du covoiturage. Le trafic souterrain peut être considéré comme une opportunité en plus de décourager l'utilisation des véhicules émettant des gaz à effet de serre. Il est également possible de réduire l'impact environnemental du trafic. Pour cela, nous proposons deux solutions. La conservation, et le traitement des gaz à effet de serre, d'une part, et le recyclage de la chaleur, d'autre part. Les gaz néfastes émis par les véhicules sont principalement le dioxyde de carbone, CO2, et le méthane. Leurs effets sur l'environnement sont largement connus, mais il est très compliqué de traiter et de recycler ces déchets une fois qu'ils sont libérés en extérieur, car les gaz se diluent aussitôt à l'air ambiant. Cependant, en réponse à cette problématique, l'IEA, donc l'International Energy Agency, a déjà validé un ensemble de technologies dites CCUS, donc Carbon Capture and Utilization and Storage, pour les fortes concentrations de CO2, et DAC, donc Direct Air Capture, pour les faibles concentrations de CO2. À l'instar du filtrage des gaz à effet de serre, il existe des solutions à la problématique de réutilisation de la chaleur dans les réseaux de transport souterrains. La technologie ReuseIt.eu est une collaboration entre plusieurs partenaires leaders à l'échelle européenne, dont EDF par exemple, qui propose des solutions qui ont été mises en production dans divers projets en Europe. Dans le cadre de ces projets, nous proposons un système de ventilation qui permet de faire circuler l'air chaud et chargé en gaz à effet de serre vers des centres de traitement de déchets carbone qui émettront eux aussi de la chaleur. L'air filtré passe ensuite dans un échangeur de chaleur standard avant d'être envoyé dans les tunnels souterrains. Attends, c'est bon. Une fois la majorité du trafic dans les villes déplacé sous terre, cela nous laisse une forte liberté afin de modifier la surface et de la rendre beaucoup plus accessible. Cela peut être fait grâce à plusieurs points. D'abord, l'augmentation du nombre de bus, trams, ainsi que tous les autres moyens de transport verts, donc par exemple le vélo ou les voitures électriques, une location de voitures électriques. Euh, En augmentant le nombre de ces véhicules, nous espérons réduire le temps d'attente de transport en commun jusqu'à environ 5 minutes, avant de monter dans n'importe quel véhicule. L'utilisation du métro aérien pour les voyages en surface d'un bout à l'autre de la ville pourrait être aussi considérée, puisqu'il s'agit là d'un véhicule qui ne sera pas soumis aux conditions extérieures, comme les accidents sur la route par exemple. Et enfin, la disponibilité de tous les moyens de transport, qu'ils soient en surface ou sous terre, dans les hubs placés aux 4 coins de la ville. Dans ces moyens de transport, on comptera bus, tram, métro aérien, covoiturage ou parking souterrain. Les transports unifiés, comme on vient de vous le présenter, permettront de créer un système d'abonnement et de tickets universel. C'est grâce à cela que nous pouvons présenter un système de City as a Service, un système qui récompense les utilisateurs de transports en commun ouverts via des récompenses et des réductions. Le principe est le même que celui d'une carte Badgeo à Strasbourg, par exemple, permettant d'avoir un abonnement ou des tickets pour utiliser le bus et le tram. On pourrait ici étendre le même principe aux parkings souterrains, bus, tram, métro aérien et location de vélos ou de véhicules électriques. Voilà. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Parfait. Je vais donc laisser Dan présenter le reste de la conférence. Merci. L'énergie, hein, c'est une grande problématique du 21e siècle. Et on va continuer là-dessus avec Luc et Jean-Baptiste, donc qui vont nous présenter l'approvisionnement en énergie des véhicules électriques. Merci Dan. Accompagné de Jean-Baptiste Castellani, je vais vous présenter l'approvisionnement en énergie des véhicules à consommation électrique. Donc, en première partie, on va parler de la recharge par induction des véhicules électriques, puis on va parler du recyclage des batteries. C'est parti pour la première partie. Donc, de nos jours, le moyen le plus répandu afin de recharger un véhicule électrique est de brancher un câble à celui-ci.
Ce cas peut être considéré comme une contrainte car celui-ci doit par définition être branché et cette action oblige l'utilisateur d'user de son temps afin de la réaliser. De plus, l'espace entre le véhicule et la borne de recharge est utilisé par ce câble, ce qui ajoute une contrainte d'espace. Et afin de s'affranchir de ces contraintes, il faudrait mettre en place un moyen de recharge sans fil. La solution à ce problème existe déjà, c'est la recharge par induction. Comme son nom l'indique, cette solution se base sur le principe de l'induction électromagnétique, découverte en 1931 par Michael Faraday, qui est notamment connu pour la fameuse cage de Faraday. Et donc l'induction électromagnétique est surtout connue par le grand public grâce aux plaques à induction permettant de faire chauffer les poêles et les casseroles compatibles, ainsi que pour la transmission d'énergie sans fil, avec notamment les derniers smartphones pouvant se recharger grâce à des chargeurs à induction. Ce qui s'applique aux smartphones est aussi valable pour les véhicules. Bien que peu démocratisé pour l'instant, le projet de recharger des véhicules par induction n'est pas récent. En effet, depuis 2003 déjà à Turin et à Gênes en Italie, des bus peuvent être rechargés par induction. Le système de charge par induction de Conductix Wamfler permet donc par exemple de recharger la batterie des bus aux stations et aux arrêts de bus. La solution précédente nécessite que le véhicule soit à l'arrêt. Néanmoins, entre 2014 et 2018, une étude soutenue par l'Union européenne a permis de proposer une solution pour des véhicules en mouvement. En effet, l'entreprise Renault s'est associée à l'entreprise Qualcomm et VDCom et ils ont donc réussi à produire une route de 100 mètres permettant de recharger jusqu'à 2 véhicules à la fois dans les deux directions jusqu'à la vitesse de 100 km/h. Afin que les solutions présentées précédemment fonctionnent, il faut que les véhicules cibles soient compatibles. En effet, peu de véhicules ont été compatibles et beaucoup de projets ont été annulés. Néanmoins, certaines entreprises proposent d'adapter les modèles de véhicules existants, avec par exemple Plugless, qui a conçu des kits pour Tesla Model S et pour BMW i3, ou Witricity qui collabore avec Toyota. Afin que l'utilisation de véhicules électriques continue de croître, il faudrait mettre en place un taux minimum de places de parking à induction parmi les places de parking réservées aux véhicules électriques. Les routes à induction pourraient aussi être mises en place dans les agglomérations françaises. En effet, prévoir des voies réservées aux véhicules électriques permettrait dans un premier temps de motiver les citoyens à utiliser des véhicules électriques, étant donné que ces voies seraient moins embouteillées. Ces voies exclusives pourraient posséder des portions à induction, et il faudrait que chaque ville fasse du coup une étude des routes qui pourraient accueillir une telle transformation. Puis il faudrait imposer un taux de route devant intégrer l'induction dynamique. Heu le réseau autoroutier français pourrait quant à lui aussi accueillir cette technologie. En effet, étant donné que pour l'instant l'induction dynamique fonctionne uniquement sous les 100 km/h, il faudra dans un premier temps la mettre en place sur les portions d'autoroute à vitesse réduite. Dans un second temps, nous pouvons espérer que cette contrainte soit repoussée et donc continuer d'installer l'induction dynamique sur des portions plus rapides et accueillant plus de véhicules par jour. Les véhicules électriques étant très contraignants pour les longs trajets à cause de leur autonomie et de leur temps de recharge, la mise en place de la route à induction pourra permettre d'allonger les trajets sans avoir à s'arrêter pour charger le véhicule. Aussi, plus il y aura de routes à induction, plus petites les batteries de véhicules pourront être sans affecter le confort de l'utilisateur. Et des véhicules qui utilisent des batteries plus petites seraient donc plus légers et aussi consommeraient moins d'énergie. Apparemment, il y a une question. Ah, c'était, je sais pas, j'arrive pas à lire d'ici, si quelqu'un peut me le lire. Alors, c'est toujours un prototype. Là, le mois dernier, en Italie, il y a eu une route qui a été mise en place de un peu plus d'1 kilomètre près de Turin, qui permet de recharger un bus et une Fiat 500 en même temps, et qui fournit une puissance de 1 mégawatt. Je connais pas la puissance des chargeurs Tesla par contre, mais du coup, par rapport à la puissance de la route, la dernière peut fournir une énergie de 1 mégawatt. Et je vais donc laisser maintenant Jean-Baptiste, du coup, parler du recyclage des batteries. Merci. Et... Ah, il y avait d'autres pardon, questions. deuxième question. Vas-y, c'est là, c'est là. J'aime bien les routes à induction, possible de recharger son smartphone également sur la route. Non. Les villes seront-elles d'accord pour financer la recharge de ces véhicules sur la route? C'est justement le but de ce genre de conférence, c'est de convaincre les villes les villes et les différentes entreprises à se lancer dans de tels projets, de leur expliquer les enjeux et pourquoi justement c'est important
proposer ceci. Et est-il possible d'utiliser l'énergie d'une voiture pour une autre? Je comprends pas trop la question. Si c'est brancher une voiture à une autre, c'est déjà le cas depuis longtemps entre batteries. Après, c'est la route qui fournit l'énergie, donc il y a pas d'intérêt de prendre l'énergie d'une voiture pour une autre. Donc je vais laisser, Jean-Baptiste parler, du coup, cette fois-ci du recyclage des batteries. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour s'inscrire dans un contexte de ville durable, notre solution doit prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des batteries de nos véhicules électriques. Mon collègue vient de vous présenter une solution permettant de faciliter la recharge de ces dernières. De mon côté, je vais vous parler de la seconde vie qu'on peut leur proposer, ainsi que leur recyclage. Quand on emploie le terme recyclage, on parle en fait de deux choses qui consistent en la collecte et le recyclage des batteries. Donc l'Europe est la plus en avance dans ce domaine devant la Chine. En effet, elle a mis en place des normes telles que la norme 2006-66 CE, obligeant ses constructeurs de véhicules électriques à collecter au moins 45% des batteries et les recycler à 75%. Dans un premier temps, il faut avoir à l'esprit qu'une batterie est considérée comme usée à partir du moment où son autonomie est en dessous de 70 à 75%. Cependant, elle est toujours capable de stocker de l'électricité et c'est ainsi qu'entre en jeu le stockage stationnaire qui pourrait être utilisé par exemple pour alimenter une maison, un commerce ou même une usine. À présent, nous allons nous intéresser de plus près au recyclage et nous allons voir comment nos batteries usées sont-elles recyclées. L'objectif du recyclage est de récupérer les minerais tels que le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse, car ils sont en majorité importés des États-Unis ou de Chine, et ces matières premières sont fossiles et par définition limitées. La première étape consiste au démontage de la batterie, qui consiste à désosser, dévisser et à enlever les éléments en plastique pour isoler et broyer les cellules de batterie. La seconde étape consiste à isoler les différents minerais. Deux méthodes existent pour cela. Nous avons la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie. Donc, du côté de la pyrométallurgie, la technique est très maîtrisée. Nous l'utilisons depuis des années, surtout pour les petites batteries ainsi que les piles. Mais elle est très gourmande en énergie. En effet, il faut monter les éléments à très très haute température, où ça demande beaucoup d'énergie. Ensuite, l'hydrométallurgie est en revanche plus complexe à mettre en place car il faut connaître la composition exacte de la batterie. C'est pourquoi la Chine a pensé à mettre en place des standards sous forme de code-barres qui seraient collés sur les batteries pour connaître la composition des batteries sans révéler des secrets industriels. La dernière étape est donc de mettre tous les minerais recueillis sous forme de lingots pour, in fine, les vendre ou les réutiliser pour la construction de nouvelles batteries. Le recyclage des batteries est donc une étape primordiale et non négligeable dans l'utilisation de véhicules électriques et nous avons la chance que ce principe soit autant encadré en France et en Europe. C'est une gestion totale du cycle de vie des batteries de nos véhicules électriques qui permettra à nos villes de devenir durables. Voilà. Merci, merci pour votre attention. Je vais laisser maintenant la parole à... Pardon, j'ai pas l'habitude des questions. Où ça? Les premières questions, elles étaient concernant Ah, c'était ta la partie. recharge par induction, ouais. Quel est le rendement énergétique entre la consommation via la route et l'énergie réellement absorbée par la voiture? Alors on n'est toujours pas à un niveau, où c'est, 100 rentable parce que sinon on pourrait s'affranchir de la batterie. Maintenant le rendement exact, je ne l'ai pas. Et est-ce que ce type de recharge avec tous ces champs magnétiques peut avoir un effet néfaste sur la santé humaine? J'ai pas non plus la réponse exacte. Par contre, l'induction, ça fait longtemps qu'elle fait partie de la vie quotidienne de chacun, notamment avec les plaques à induction et les chargeurs à induction. Alors certes, c'est une puissance, moindre, mais c'est quand même quelque chose qui fait déjà partie de notre vie. Et du coup, la suivante, elle était Ah ouais. pour toi. Du coup, les normes mises en place ne ralentissent-elles pas l'innovation et l'évolution technologique? Alors dans le cadre de cette norme, c'est pratiquement le contraire parce que du coup l'Europe va encourager, mais enfin même obliger en fait les constructeurs
à recycler leurs batteries et donc à les collecter, ce qui permettra de développer tout ça et de pouvoir mieux recycler plus tard. Développer plus de techniques et mieux recycler. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole à notre collègue Clarence Mayer sur la gestion automatisée des déchets. Bien, merci. Oh, c'est là. Du coup, je vais donc vous parler de la gestion automatisée des déchets. Donc, comme vous avez pu le voir depuis le début, on parle beaucoup de recyclage, de gestion de déchets. Et moi, j'explique comment est-ce qu'on a pensé le système pour l'automatiser et le rendre plus efficace. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter quelques chiffres pour bien que vous compreniez l'importance de ce sujet actuellement et à quel point c'est un gaspillage énorme actuel. Donc, pour commencer, 40 millions de tonnes de déchets en France en tout pour les ménages, donc en termes de déchets ménagers, soit 580 kilos par habitant. Si on regarde par couple, ça fait près d'une Twingo qui est jetée par habitant par an. Si on regarde au niveau des entreprises, on va atteindre cette fois-ci près de 300 millions de tonnes de déchets. Donc à nouveau, on est sur des quantités colossales, mais comme on le présentait avant plusieurs de mes collègues, là on a plusieurs normes qui stipulent l'entreprise des recyclages, ce qui n'est pas le cas pour les habitants. En termes donc de déchets ménagers, 66% des déchets sont recyclés. C'est-à-dire, donc, si vous êtes assez bon en maths, qu'un tiers ne sont pas recyclés. Donc, si on reprend le chiffre dessus, ça veut dire que par habitant, près de 200 kg n'est pas recyclé, donc près d'une moto par habitant par an n'est pas recyclé et est complètement gaspillé chaque année. D'après des prévisions faites par l'Institut ADECE, je peux chercher sur Internet, en 2050, on devrait avoir près de 3,4 milliards de tonnes de déchets avec la consommation exponentielle qui augmente avec le temps. Donc si on garde ce taux de 66%, ça fera un taux de gaspillage absolument colossal, et donc il est important de trouver une solution. Donc, comme je l'ai dit, on va se concentrer sur les déchets ménagers. Les principales difficultés qui font que le tri n'est actuellement pas à 100% et seulement à 66%, et la rigueur nécessaire. Il n'est pas tout le temps évident, en tant que personne, de venir gérer les déchets, s'occuper de son tri, de penser à tout, de s'informer pour toujours bien trier les déchets de chaque manière avec les différentes poubelles. Effectivement, le tri peut varier en fonction des régions et des pays, et donc lorsqu'on déménage, qu'on est en vacances, on n'a pas forcément respecté le tri comme il faut, et donc il y a à nouveau un problème et quelque chose à jouer avec. Un autre de ces problèmes est l'acheminement par camion. Actuellement, on va venir jeter nos déchets dans la poubelle ou à un centre de tri proche, et ensuite des camions vont venir les récupérer, et donc ceci va entraîner de la pollution, de la main-d'œuvre qui est nécessaire pour faire tourner ces camions, de la congestion du trafic à cause des différents camions, et différentes nuisances sonores, olfactives, etc. Donc la solution que nous allons mettre en place est donc le Garbage Collector 2.0. La solution est simple, une poubelle qui trie vos déchets tout seul. Vous mettez simplement votre déchet dans la poubelle et celle-ci va être automatiquement triée via le système que vous voyez ici de trappe. Le principe est simple, vous placez votre déchet dans la fente, celui-ci va tomber, et ensuite, en fonction de sa catégorie, va s'arrêter dans sa propre poubelle, dans la grande poubelle. Il y a plusieurs manières de trier les déchets auxquelles on a pensé, que je vais vous présenter ici. La première manière serait un code barre placé sur le produit. Il faudrait donc à l'utilisateur de scanner le produit avant de l'entrer dans la poubelle, de la même manière que lorsque vous êtes au caisse automatique d'un supermarché. Cette méthode, bien que très efficace pour trier, demande une assez grande implication de l'utilisateur, certes moins grande que simplement trier ses déchets actuellement, mais quand même un peu élevée pour ce qu'on souhaite. Cependant, elle est très simple à mettre en place, et relativement peu coûteuse. La deuxième solution serait l'implémentation de puces RFID dans les produits, afin que ceux-ci soient automatiquement scannés et triés sans scanner, simplement en passant. Un peu de la même manière qu'au caisse du Decathlon, par exemple. Ce système est un peu plus compliqué à mettre en place, car il nécessite le partenariat des entreprises qui placeraient des puces RFID dans leurs produits. Pour ceci, nous avons pensé à mettre en place un label qui donc certifierait que l'entreprise adhère à notre démarche et place ses produits dans cette démarche de Garbage Collector 2.0, et donc souhaite avoir une démarche écologique. Ceci lui permettrait d'avoir à la fois une meilleure image et aussi d'améliorer le monde en réduisant les déchets. Le troisième possibilité, qui va peut-être vous paraître un peu futuriste, mais qui existe déjà et qui est déjà possible, c'est d'analyser la matière qu'on insère via un laser, et ensuite, en fonction de la matière détectée, trier dans les compartiments, ainsi de suite. Cette méthode serait beaucoup plus coûteuse que les précédentes, mais elle demande aucune démarche de l'entreprise ni du consommateur, simplement de venir glisser les objets dans la poubelle, un peu comme une poubelle normale actuellement. Le deuxième point que nous avons souhaité mettre en place, ça va donc être un ramassage automatique. Donc le deuxième point que je parlais qui pose problème, ça va être ces camions qui viennent parcourir les villes et polluer, consommer, sans trop de raisons. La solution serait donc de mettre en place un ramassage automatique
via un système d'aspiration pneumatique. Donc un peu comme le schéma qu'on a à droite. On aurait donc un centre de tri et un système souterrain de tuyaux qui viendrait aspirer ces déchets pour les trier au centre de tri. Ceci nous permettrait de totalement nous couper du système de camion actuel et donc d'être totalement autonome, beaucoup plus rapide. On aurait chaque jour, tous les X temps, le système qui fonctionnerait, qui aspirerait ces déchets. Ce système est déjà mis en place dans plusieurs quartiers de Paris, par exemple, et donc on sait que c'est quelque chose de faisable et qui est possible de mettre en place sur des petites échelles. Ça a été calculé que sur 10 ans, l'investissement est rentable. Certes, ça demande un très grand investissement, mais sur 10 ans, on a un retour sur investissement. Ou à ce moment-là, on est rentable et on gagne de l'argent, entre guillemets. C'est tout pour moi, je crois. Je vous remercie pour cette écoute, pour cette conférence, et je crois que je vais essayer de conclure, si tu veux bien. Des questions? Ah bah, s'il y a des questions. Cette poubelle a-t-elle un compartiment de compost? On n'a pas pensé à ça. Nous, on voyait plus un peu dans le sens des poubelles ménagères, où on aurait poubelle jaune, poubelle bleue. Et... Pardon? Pardon. Et donc, le compost, on n'a pas pensé à ça, mais ce serait possible de l'implémenter. La différence, c'est que le compost, on a rarement des codes barres ou des possibilités d'être plus affinés sur des produits végétaux. Il faudra donc utiliser plus la technologie du laser, sur laquelle on se dirigeait. La vision par ordinateur, on n'a pas pensé à cette solution, mais c'est une possibilité aussi, c'est une autre manière de détecter. Après, elle serait plus coûteuse en électricité, en énergie que celle qu'on a actuellement. Le fait de scanner les déchets. La source d'information, je pense que les entreprises ont déjà cette information de qu'est-ce qu'on achète. Les magasins la fournissent, qu'est-ce que vous achetez, il n'y a pas besoin de savoir regarder la poubelle des gens pour savoir ce qu'ils consomment. C'est plus simple de regarder ce qu'ils achètent pour ça. Donc je pense que c'est déjà le cas, pour être honnête. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir laisser Dan conclure cette conférence. Eh bien, merci à toi Clarence et merci, à tous les élèves, de A5 qui ont travaillé, sur, cette conférence et qui l'ont rendue possible. Je tiens aussi à remercier, vous les viewers pour avoir regardé cette conférence, pour vos questions également et je remercie également nos sponsors, donc le domaine Weber, qui font, du vin, la boulangerie-pâtisserie, Schmitt-Charles à Colmar, l'atelier des fleurs à Colmar et les laboratoires, Baron, également à Colmar. Merci à tous et je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Au revoir.